Donc oui, merci de me donner la parole pour défendre effectivement l'urgence en kinérespi, en réanimation. Je vais essayer là, pendant 20 minutes, de vous prouver que tout ça a un sens. Alors, je n'ai aucun conflit d'intérêt. L'urgence en kinérespi, évidemment que oui, en réanimation, même si Mathieu va démonter mon topo après, c'est quand même plus facile de finir. Moi, je vais vous montrer que oui, évidemment, il y a une urgence. En kiné-respi, on peut en tout cas intervenir. Et le premier point, c'est que dans le référentiel de compétences du kiné de réa, vous voyez que les compétences et aptitudes du kiné de réa doivent pouvoir être exercées en situation d'urgence. Donc ça, c'est quand même un premier point intéressant et qui peut être évidemment développé avec finalement les aptitudes aux situations, identifier rapidement les urgences, gérer en tout cas les priorisations, les priorités, avec des connaissances particulières propres au kiné de réa, qui sont notamment le contrôle des voies aériennes, l'ASPI, la physiologie de la toux, l'encombrement bronchique, et puis tout ce qui peut amener à la ventilation mécanique, et on va voir notamment à la ventilation non invasive. Donc finalement, déjà dans le référentiel, on voit que le kiné, là, il a des stratégies qu'il peut utiliser sur des situations assez urgentes. Alors, un autre point intéressant, cet article de ma collègue Marianne en Belgique, qui finalement avait observé l'activité kiné, alors des kinés de réa, mais qui sont finalement de garde 24-24, mais notamment sur la nuit, dans leur hôpital, pour voir le bénéfice. Et quel est le bénéfice ? Visiblement, ils réduisent quand même la durée de séjour. Bien, ce qui est intéressant de voir dans leur publication, c'est que la plupart des interventions avaient lieu entre 4 heures du matin et 8 heures. Et ça, je pense que tous les kinés de réa ici savent qu'on est souvent confronté aux patients réintubés à 6h30, 7 heures du matin. Nous, on arrive après. Et vous voyez que c'était essentiellement pour de la toux assistée, de l'aspiration. Donc finalement, de l'encombrement bronchique majeur. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant sur cette urgence en kiné-respi, ou en tout cas dans quelle situation le kiné peut intervenir ? C'est éventuellement et probablement uniquement pour éviter l'intubation du patient. On va voir qu'il y a des situations où le patient, s'il est intubé, il augmente sa mortalité de façon majeure. Et le lien avec la kiné, c'est quoi ? C'est probablement intervenir sur la pompe neuromusculaire respiratoire. Alors, cette pompe, pourquoi ? Différentes structures, évidemment le thorax, les muscles, les nerfs. On pourrait rajouter évidemment le poumon, on va voir un petit peu plus loin. Tout ça, puisque finalement les déficits les plus importants sont la toux, mais aussi la mécanique ventilatoire et du coup les incidences sur la gazométrie du patient. Finalement, le kiné, on va voir qu'il intervient sur tous ces phénomènes quand on est plutôt en situation d'urgence. Alors, situation d'urgence, quand même, amène insuffisance respiratoire aiguë, avec, vous le voyez là dans ce document du collège de pneumologie, des signes de lutte et des signes de faillite respiratoire, avec des signes de lutte qui sont plutôt un patient en polypnée, avec un tirage, des recrutements musculaires importants et inspiratoires et expiratoires. Et puis la deuxième étape qui est plutôt cataloguée dans les signes de faillite, avec la respiration paradoxale, mais aussi la cyanose, les conséquences neurologiques. Donc là, la situation aggravée. Alors, évidemment, éviter l'intubation, dans quelle situation ? Alors, l'auto-extubation, même si on peut temporiser cette information, puisque certains patients s'auto-extubent, ils ne sont absolument pas prêts à tenir une extubation et le kiné, parfois, n'est même pas appelé puisque le patient n'était même pas prêt.
Donc, quoi qu'il en soit, là, c'est à mon avis une fausse indication. Par contre, les deux autres points sont plus intéressants. Les patients qui ne seront pas réintubés, c'est-à-dire qu'on sait qu'on tente une extubation et qu'on n'amènera pas, on n'ira pas sur une autre intubation pour ces patients. Et là, il y a peut-être vraiment quelque chose à proposer avec des limites à déterminer avec, évidemment, les prescripteurs. Mais surtout, les patients qui, eux, sont à haut risque s'ils sont intubés. Alors, lesquels sont-ils ? Eh bien, probablement les patients sur des maladies hémato, qui sont avec des défaillances immunitaires qui font que s'ils sont intubés, ils sont à très haut risque de décompensation. Et puis, et là, ça nous intéresse un petit peu plus en kinésithérapie, les patients avec des pathologies respiratoires chroniques. Qu'est-ce qu'on propose, nous ? Évidemment, la désobstruction des voies aériennes supérieures, mais essentiellement le désencombrement avec les aérosols, les techniques de flux expiratoire, les assistances éventuelles à la toux, mais aussi tout ce qui concerne l'hypoventilation et finalement, entre guillemets, on va le revoir, la décompensation gazométrique du patient avec la technique de choix qui reste la ventilation non invasive, notamment sur les hypercapniques, les acidoses hypercapniques. Et puis, ce petit point, mobilisation, parce que finalement, on a tous été confrontés aux patients extubés ou pas, d'ailleurs, limite qui est pas très loin de la défaillance respiratoire, où on se pose la question de si on le met au fauteuil, si on le mobilise, est-ce qu'on ne va pas l'aider au niveau respiratoire ? Alors, deux situations qui sont parfois associées, évidemment, mais le patient avant tout très hypoxique, en détresse respiratoire aiguë, eh bien on a des solutions, hein, et évidemment l'oxygénothérapie, en tout cas la gestion de cette oxygénothérapie, le désencombrement, et puis le patient sur un profil parfois hypercapnique et acide respiratoire avec la ventilation non invasive, la MOB évidemment, la MOB précoce éventuellement. Tout ça pour dire que ces deux aspects peuvent être en plus mélangés et amener à une réflexion plus compliquée. Alors, pourquoi finalement les patients sont parfois réintubés ? On connaît plusieurs indications qui sont parfois très étendues en fonction de la pathologie du patient, mais il n'empêche qu'on peut avoir quand même une indication qui est la protection des voies aériennes inférieures par rapport au risque d'inhalation, l'obstruction des voies aériennes supérieures, mais vous voyez surtout le patient qui ne peut pas assurer finalement son drainage trachéobronchique de façon satisfaisante. Et ça, on est souvent confronté à ce problème, des sécrétions extrêmement abondantes, parfois associées à une toux inefficace. Et donc, ces patients sont à risque d'atélectasie, mais aussi de détresse respiratoire aiguë. S'ils sont déjà dans la détresse respiratoire aiguë, eh bien là, probablement que si cette détresse est avant tout liée à l'encombrement, le kiné a sa place. Alors, on peut aussi reprendre ce document qui est donc une publication en lien avec des RFE qui ont été réalisés en 2016 sur l'intubation-extubation du patient de Réa et où ils mettent en avant quand même les effets néfastes de l'intubation des patients de Réa. Et effectivement, certains patients, quand ils sont intubés, eh bien, ils sont à risque hémodynamique, respiratoire, mais aussi à risque de mortalité importante. Donc, si on peut quand même, nous, intervenir sur ces patients, eh bien, parfois, on évite l'intubation et donc les effets secondaires. Alors, dans le collège là, de pneumologie, sur ces détresses respiratoires, vous voyez que sur cette figure, on a des situations qui sont nombreuses, qui peuvent amener à la détresse respiratoire. Et finalement, le kiné, évidemment, il ne joue pas sur tout. On ne peut pas intervenir, vous le savez aussi bien que moi. Mais il y a quand même des situations où ça peut être intéressant d'intervenir probablement en premier lieu, notamment l'atélectasie liée à l'encombrement bronchique, mais aussi la pneumonie sécrétante, la sursécrétion bronchique.
Évidemment, les décompensations des maladies chroniques respiratoires, donc la BPCO, et puis l'aspect neuromusculaire, les pathologies neuromusculaires. Alors, pourquoi le kiné a ce rôle par rapport à une éventuelle urgence? Eh bien, parce qu'on a beaucoup de patients qui sont malheureusement réintubés sur un excès de sécrétion ou une obstruction des voies aériennes supérieures. Mais en tout cas, la quantité de sécrétion paraît être un élément important. Alors, en hématologie, je vous en parlais tout à l'heure, cette étude qui montre que finalement, ces patients, s'ils ont malheureusement recours à la ventilation mécanique, eh bien vous voyez que la mortalité est impactée de façon automatique par rapport aux décompensations septiques. Donc, dans vos services, le patient qui arrive sur une décompensation respiratoire aiguë dans un contexte de maladie hématologique, il faut probablement éviter au maximum l'intubation endotrachéale. L'atelectasie, alors l'atelectasie, on peut temporiser, mais il n'empêche que l'atelectasie qui amène un patient dans une situation respiratoire aiguë très difficile, on peut, alors l'atelectasie liée à l'encombrement bronchique, parce que finalement il y a d'autres causes, eh bien ces patients, vous voyez qu'on peut quand même proposer quelque chose. Donc ça a quand même du sens et c'est souvent en situation assez précaire, notamment sur l'hypoxie du patient. Donc on peut faire des aérosols, on fait du désencombrement et puis on peut quand même, et ça c'est intéressant, ventiler en ventilation non invasive ces patients pour après permettre la réexpansion pulmonaire. L'autre aspect, à mon avis, très intéressant, c'est les pathologies chroniques respiratoires et par exemple les patients atteints de mucoviscidose qui sont malheureusement parfois en fin de course et qui sont en décompensation respiratoire. Et dans cet article, vous voyez sur les 16 patients qui étaient en ventilation non invasive 1 heure sur 4 pour une décompensation, eh bien, tous ceux qui ont été intubés sont décédés sur défaillance septique. Donc finalement, sur vraiment une situation où on veut absolument, pour ces patients, éviter l'intubation. Et donc la situation d'urgence, là, elle se définit par essayer au maximum de tenir ces patients pour probablement qu'ils soient transplantés, puisque vous voyez que dans l'étude, les 8 autres qui ont bien récupéré grâce à la ventilation non invasive, ils ont fini par être transplantés. Et dans cette idée, je vous propose en quelques minutes de mettre en avant finalement ce que nous, on propose à Bordeaux sur exactement ce type de patients, qui sont donc des patients mucaux en décompensation, parfois terminales, chez qui on est malheureusement dans l'attente de la transplantation, et pour autant, on sait qu'ils ne peuvent pas être intubés. Donc on est dans une situation où on va essayer de les tenir au maximum, et notamment sur l'aspect désencombrement et gazométrie. Et donc là, je vous ai juste cité un exemple rapidement d'un patient muco qui est arrivé dans le service sur une décompensation infectieuse extrêmement rapide, qui quelques jours avant n'était même pas oxygéno-requérant à la maison, qui avait une VNI à la nocturne à domicile, une kinérespie quotidienne, donc quand même un patient encombré, plutôt sur des sécrétions très purulentes et très collantes. Et ce patient, il arrive finalement dans le service hypoxique, puisque vous voyez qu'il a 60% d'oxygène à l'eau petit flot. Un patient donc avancé dans la maladie, vous pouvez le voir ne serait-ce que par sa morphologie, sa syphose dorsale, une gazométrie pas trop mal encore, mais qui a tendance à se dégrader, et un patient qui finalement, là, était sur une ascension de sa symptomatologie respiratoire et donc dans un état qui allait forcément l'amener à être placé sur liste de greffe. Bon, c'est pas aussi simple, ça se fait pas en 1 heure, et donc dans ces cas-là, on propose, nous, une astreinte de désencombrement et de surveillance de la ventilation non invasive pour éviter la décompensation respiratoire terminale
qui pourrait malheureusement amener le patient à être intubé plutôt que d'aller à la greffe. Donc finalement, ces patients, eh bien, on les prend en charge sur le désencombrement, mais aussi sur la ventilation, avec un choix volontaire de désencombrer ces patients sous VNI pour justement les désencombrer au maximum en maintenant au mieux leur hématose, avec beaucoup de séances, 4 à 5 séances par jour, parfois 40 minutes de séance, sur là en l'occurrence un thorax très rigide, et donc un drainage finalement autogène sous VNI. Tout ça pourquoi? Encore une fois, pour éviter la décompensation. Et malheureusement, eh bien, on a quand même réussi ce jeûne à le tenir pendant 10 jours, même si la capnie montait progressivement d'un jour à l'autre, on avait quand même un désencombrement obtenu jusqu'au moment où le patient était trop fatigué, puisque désencombrement sous VNI 24-24, ça génère quand même une énorme fatigue, plus une gazométrie altérée. Et donc, il a été finalement listé, puis mis en Super U, puis mis sous ECMO et intubé, et finalement greffé. Mais toujours est-il que cette situation, finalement, encore une fois, elle propose de limiter la situation d'urgence pour éviter que ce patient se retrouve en situation gravissime, soit septique, ou en tout cas d'attente de greffe bien plus courte. Là, on a eu le temps de le mettre en liste, de le mettre en Super U et de le greffer. Donc, évidemment, il y a quand même un autre domaine, mais personnellement, je ne suis pas du tout en pédiatrie, mais je préfère quand même mettre évidemment cette diapo pour dire que la dernière situation d'urgence qu'on peut imaginer, c'est quand même la bronchiolite du nourrisson, et notamment s'il y a des services de garde, en tout cas en France, pour désencombrer ces patients. Et vous voyez que sur ce petit flyer, c'est marqué urgence respiratoire pédiatrique. Ça veut quand même dire que là, on a une activité possible sur de l'urgence. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a probablement un rôle à jouer sur certains types de patients en réanimation, que certaines situations peuvent bénéficier de la présence du kiné sur le désencombrement, sur l'aide à la toux, sur la ventilation et même probablement sur le recours à la mobilisation pour limiter la dégradation des patients. Je vous remercie.